Je vais vous révéler une vision de ce qui est à venir. Comment la longue patience que le monde prend pour de la faiblesse se transformera un jour en une juste colère et rétablira l'équilibre. Regardez, voici ce grand silence, semblable à une rivière figée sous le ciel d'hiver. Pendant des années, des décennies entières, il a absorbé les mensonges, l'arrogance de ceux qui se croient les maîtres éternels du monde. Ils marchent sur cette rivière comme sur de la pierre. Ils y bâtissent leur palais de tromperie. Ils rient, sans remarquer que sous leurs pieds, la glace devient plus fine que du verre. Ils n'entendent pas le grondement sourd dans les profondeurs obscures, où une force s'accumule, où chaque goutte d'amertume attend son heure. Mais un jour viendra, et même pas un jour, mais un seul et unique instant. À cet instant, la rivière frissonnera. La glace se brisera avec un fracas assourdissant, et des eaux noires s'élèvera une vague que nul mur ne pourra arrêter. Ce ne sera pas une vengeance, mais le retour d'une dette. Ce sera la justice, froide et inéluctable. Observez-le à cet instant précis, perdu dans des couloirs de verre et d'acier. Il se tient devant un bureau en bois sombre, si vaste qu'on pourrait y étaler la carte du monde entier. Sa veste lui va un peu maladroitement, achetée pour la fonction et non pour l'apparat, et il serre dans sa main un mince dossier contenant un rapport sur lequel il n'a pas dormi de 3 nuits. L'homme assis derrière le bureau, le maître de ce cabinet et de centaines de personnes comme lui, ne lève même pas les yeux. Il gribouille paresseusement quelque chose sur son carnet, son stylo doré scintillant sous la lumière froide des lampes. Il écoute le rapport en silence, son visage n'exprimant rien d'autre que l'ennui. Puis, il repousse le dossier du bout des doigts, comme s'il dédaignait de toucher le fruit du labeur d'autrui, et parle doucement, mais chaque mot résonne comme un coup. Il parle d'incompétence, de temps perdu, d'attente déçue. Il ne crie pas, non, un cri aurait été une reconnaissance que cela valait quelque chose. Il parle avec l'indifférence d'un dieu prononçant un verdict sur un insecte. L'homme en face se contente d'acquiescer, son regard fixé sur la surface polie du bureau, où son propre visage se reflète de manière déformée. Il ne conteste pas, ne se justifie pas, ne demande pas une seconde chance. Il dit doucement « Je vais tout refaire » et sort, refermant la porte derrière lui si silencieusement que son passage semble n'avoir jamais eu lieu. Il parcourt ensuite le long couloir, passant devant des collègues rieurs, devant les portraits des fondateurs de l'entreprise, et personne ne voit en lui autre chose qu'un échec. Il voit des épaules baissées, une soumission dans son regard, un homme résigné à sa place. Il voit de la faiblesse, car ils sont habitués à mesurer la force uniquement par le volume de la voix et l'éclat des montres coûteuses. Ils ne regardent pas plus profondément, cela ne leur est pas nécessaire, car leur monde est simple, il y a des prédateurs et il y a des proies. Ils ne remarquent pas comment, au fond de ses yeux calmes, une flamme froide s'allume un bref instant, comment ses doigts se serrent en un point dans la poche de sa vieille veste, comment son esprit enregistre chaque détail avec une précision photographique, l'expression du visage du chef, l'intonation de sa voix, le pli arrogant de ses lèvres. Il voit un esclave, mais pas un chroniqueur qui grave dans sa mémoire une dette de plus qu'il faudra un jour recouvrer. Mais regardez maintenant, car le livre des dettes ne se referme pas si facilement. Quelques heures plus tard, les voici dans un restaurant baigné de lumière, où les verres teintent et où flotte un parfum coûteux. Il n'entre pas seul, sa suite le suit. 3 ou 4 hommes au visage également repu et luisant, prêts à rire,
avant même qu'il n'ait fini sa plaisanterie. Ils se meuvent comme un seul corps, comme une meute, et les autres convives leur cèdent instinctivement le passage, baissant les yeux, cherchant à se faire invisibles. Le maître du monde se dirige vers sa table, sa voix forte fendant le brouhaha feutré de la salle. Il raconte une histoire vulgaire, et ses acolytes éclatent d'un rire maîtrisé, presque répété. À cet instant, son regard de prédateur repère dans la foule la silhouette discrète à une petite table dans un coin. C'est le même homme que ce matin au bureau. Il est assis seul et mange tranquillement son dîner. Le maître, enivré par le pouvoir et l'attention, décide que le spectacle doit continuer. Il change de cap et se dirige droit vers lui, sa suite le suivant, anticipant le divertissement. Toute la salle se tait, tous les regards sont braqués sur eux. Il s'arrête près de la table, surplombant l'homme, et prononce à voix haute, pour que tous entendent. « Alors, tu fêtes ton échec en solitaire. » Ses compagnons gloussent de nouveau, se poussant du coude. L'homme à la table ne tressaille pas. Il mâche lentement un morceau et ne lève les yeux qu'ensuite. Il n'y a ni peur ni colère en eux, seulement une attention calme, presque lasse. Il ne répond rien. Ce silence irrite le maître plus que toute protestation. Il se penche, regarde dans l'assiette et dit avec un étonnement exagéré. « Qu'avons-nous là ? Des pommes de terre. Juste des pommes de terre. J'espère que tu réussis mieux ça que tes rapports. » Les gloussements derrière lui s'amplifient, se transformant en un rugissement. Puis, il fait ce à quoi personne ne s'attend. Il tend la main, prend un morceau de pomme de terre dans l'assiette de l'autre avec ses doigts soignés, le jette dans sa bouche et, après l'avoir mâché, grimace de dégoût. « Pas terrible, dit-il, et il s'essuie les doigts sur une serviette immaculée. L'homme en face reste assis, immobile, le regardant droit dans les yeux. Et puis, quand le silence devient insupportable, il prononce doucement 2 mots. « Bon appétit ». Dans sa voix, il n'y a pas l'ombre d'un sarcasme, seulement une politesse égale et glaciale. Le maître est un instant décontenancé, il s'attendait à tout. Supplication, colère, humiliation, mais pas à ce calme. Il renifle, se retourne et regagne sa table. Sa suite se hâtant derrière lui, discutant de la manière dont il a, remis à sa place, se rater. L'homme dans le coin prend sa fourchette et son couteau et continue de couper ses pommes de terre comme si rien ne s'était passé. Mais il ne fait pas que manger. Il mémorise le son de ce rire, il mémorise l'expression des visages de la suite. Il mémorise la sensation des doigts étrangers dans son assiette. Le chroniqueur n'a pas été distrait une seconde. Il a simplement fait une autre entrée détaillée dans son livre. Il pense l'avoir brisé, mais il se trompe. Ils viennent de lui donner de l'acier en main. Ils lui ont offert un spectacle qu'il leur rejouera un jour, mais avec des rôles finaux très différents. Les années passent, non pas 1 ou 2, mais 10. Le long hiver du silence perdure, et la glace sur la rivière s'épaissit, dissimulant sous elle une force sombre et implacable. Regardez, voici la petite maison sous les vieux pommiers, une maison dont l'histoire se lit dans les fissures de ses murs. Dans cette maison vit son père, un vieil homme au visage buriné par le temps, aux mains qui se souviennent du poids du marteau et de la chaleur du bois. Il a vécu ici toute sa vie, comme son père avant lui. Mais la terre sous cette maison était nécessaire à la corporation, cet même empire de verre et d'acier, pour construire un énième complexe sans âme, un autre monument à la vanité. Et un jour, des voitures noires s'arrêtent devant la grille grinçante. Il en sort, le maître du monde, vieilli, mais n'ayant rien perdu de son assurance de prédateur, suivi de sa fidèle suite.
il n'est pas venu négocier, il est venu annoncer sa volonté. Le vieil homme sort sur le seuil, calme et droit, et dit qu'il ne vendra pas sa maison. Il le dit simplement, sans provocation, comme on parle de choses évidentes. Le ciel est bleu, l'herbe est verte, et une maison est une maison. Le maître rit. C'est le même rire qu'au restaurant 10 ans auparavant, mais cette fois avec encore plus de métal. Il dit au vieil homme que son opinion n'intéresse personne, que sa vie, sa mémoire, sa maison, tout cela n'est que poussière sur le chemin du progrès. Et il se tient à l'écart, ce même chroniqueur, envoyé ici par sa propre entreprise pour témoigner de la fin. Il regarde son père, puis l'homme qui est sur le point d'effacer son passé, et son visage n'exprime rien. Alors le maître fait un signe, et un lourd bulldozer, stationné un peu plus loin, s'anime avec un rugissement assourdissant. Il avance lentement et percute l'ancienne ébénisterie où son père a travaillé le bois toute sa vie. Grincement de métal, craquement de planches brisées, un nuage de poussière de bois, sentant des décennies de labeur. Le vieil homme ne crie pas, il tombe simplement à genoux, regardant l'œuvre de toute sa vie s'effondrer. À cet instant précis, la rivière sous les pieds du chroniqueur cesse d'attendre. La glace n'a pas seulement craqué, elle s'est désintégrée en poussière. L'homme au costume coûteux sourit, voyant devant lui 2 hommes brisés, le père et le fils. Il ne comprend pas qu'il ne regarde pas une défaite. Il regarde le début de sa propre fin, le verdict qu'il vient de signer par sa propre arrogance. Et le voilà qui lève lentement la tête. La poussière de l'atelier détruit plane encore dans l'air, portant l'odeur du vieux bois et de la défaite. Mais dans ses yeux, il n'y a ni larmes ni désespoir. Il n'y a rien d'humain du tout. Regardez attentivement. Ce n'est plus le regard d'un serviteur, c'est celui d'un chirurgien qui examine une tumeur à exciser. Une froideur absolue, une clarté totale. Le maître du monde perçoit ce changement et fronce les sourcils un instant, mais décide aussitôt que ce n'est que la rage muette d'un vaincu. Il s'approche, ses bottes crissant sur les copeaux, et dit avec dérision : « Maintenant, tu vois à quel point tout ce à quoi vous vous accrochez est insignifiant. » Il attend une réponse, une supplication, une malédiction, n'importe quoi. Mais en retour, il n'y a que ce silence glacial. L'homme d'en face le regarde simplement, et ce regard pèse, mesure, rend son verdict. Le maître commence à se sentir mal à l'aise, comme s'il était nu sous ce regard. Il rit bruyamment pour chasser ce sentiment et dit à sa suite : « Partons d'ici, le spectacle est terminé. » Il n'avait pas compris l'essentiel, le spectacle venait tout juste de commencer. Il ne bougea pas de sa place, il tourna juste la tête suffisamment pour suivre du regard les voitures qui s'éloignaient. Son père restait à genoux, contemplant les décombres de sa vie. Mais le fils ne le regardait plus. Il fixait le dos du maître du monde qui montait dans son véhicule. Et à cet instant, le temps ralentit pour lui, se transformant en un sirop épais et visqueux. Il vit le garde ouvrir la portière, le maître jeter un dernier regard méprisant sur les ruines, ses lèvres se tordre en un rictus. Le chroniqueur referma le livre et saisit le scalpel. Le premier de la suite, le plus jeune et le plus zélé, celui qui avait ri le plus fort au restaurant, montait déjà dans la voiture suivante, mais s'immobilisa soudain. Il sentit une main sur son épaule, légère, presque impondérable, mais ce contact lui glaça le dos. Il se retourna et vit devant lui un visage calme et vide. Et avant qu'il n'ait pu demander ce qui se passait, la deuxième main, avec une précision chirurgicale, le frappa sous le genou. Le craquement sec de l'os ressemblait au bruit d'une branche cassée.
L'homme s'effondra au sol avec un bref gémissement guttural, sa jambe tordue à un angle contre nature. Le second, debout à côté, se retourna, sa main déjà tirant sous sa veste, mais il n'eut pas le temps. Un coup de poing, dur comme la pierre, atterrit précisément sur sa pomme d'Adam. Il s'étouffa, cherchant son souffle, ses yeux exorbités, et tomba au sol en se griffant la gorge. Le troisième, le plus costaud, le chauffeur du maître, sortit de la voiture, mais ne fit que 2 pas. Un coup précis et mesuré au plexus solaire lui coupa tout l'air des poumons. Il se plia en 2, et le coup de coude suivant à la base du crâne l'envoya dans l'obscurité avant même que son corps n'ait touché le gravier. Tout cela ne prit pas plus de 5 secondes. 5 secondes d'une efficacité absolue et impitoyable. Le maître du monde, déjà assis dans sa voiture, se retourna au bruit et se figea, son visage transformé en masque de stupeur. Il vit ses fidèles chiens de garde gisant à la terre et l'homme qu'il considérait comme de la poussière s'approcher lentement de son véhicule. Il cria au chauffeur « En route! Vite !» Mais le chauffeur ne l'entendait plus. L'homme s'approcha de la portière, l'ouvrit calmement et le regarda. Dans ses yeux, il n'y avait pas de haine, seulement un intérêt professionnel et concentré. Le maître du monde tenta de reculer de l'autre côté du siège. Il balbutiait quelque chose à propos de la police, de ce qu'il allait lui arriver, mais sa voix tremblait. L'homme tendit silencieusement la main, le saisit par sa cravate de soie et le tira hors de la voiture comme un sac poubelle. Il le jeta à terre près des décombres de l'atelier et le maître, tombant sur les éclats de bois coupants, cria pour la première fois de sa vie de douleur et de peur. Il regarda ses mains maculées de poussière et de sang et ne pouvait croire ce qui se passait. Son monde, si solide et inébranlable, s'était effondré en quelques instants. L'homme se tenait au-dessus de lui, sortit son téléphone de sa poche et composa un numéro. Il ne regardait pas la figure pitoyable et pleurante à ses pieds. Il écouta les tonalités, puis dit au téléphone 3 mots seulement. « C'est moi, lancez » et raccrocha. Aussitôt, le téléphone du maître, gisant à terre à côté, s'anima. D'abord un appel, puis un second, puis il vibra comme si une petite bête y mourait, débordant de messages et de notifications. Le maître, obéissant à l'instinct, tendit la main vers lui, mais son ancien subordonné posa son pied sur l'appareil, et l'écran se fendit. « Inutile, dit-il doucement. Il n'y a rien de bon pour toi là-dedans. Il y a des messages indiquant que tes comptes sont gelés à la demande de la Commission des valeurs mobilières. Il y a des nouvelles que tes partenaires clés viennent de rompre tous les contrats, ayant reçu des preuves irréfutables de tes machinations. Il y a les appels de ta femme, qui a découvert tes comptes secrets sur lesquels tu siphonnais l'argent de la famille ces 10 dernières années. Ton empire n'existe plus. Il n'y a que des ruines, comme celle-ci. » Il fit un signe de tête vers les restes de l'atelier. Le maître du monde le regarda, et dans ses yeux, il n'y avait plus d'arrogance, seulement une terreur animale. Il se mit à pleurer, réellement, avec des sanglots et du mucus, étalant la saleté sur son visage soigné. Il supplia, il offrit de l'argent, n'importe quel argent. Il promit de tout rendre, de tout réparer. Il jura que c'était une erreur. Il rampa à genoux, essayant d'embrasser ses pieds, mais l'autre recula d'un pas, le regardant avec la même froide curiosité d'un chirurgien. « Tu ne comprends pas, dit-il, toujours d'une voix égale. Il ne s'agit pas d'argent, ni de la maison. Il s'agit d'une dette. Tu as pris un morceau de pomme de terre dans mon assiette. Tu te souviens ? Tu m'as humilié devant tout le monde, simplement parce que tu le pouvais. Tu en as joui. Et puis, tu as détruit ce que mon père avait construit toute sa vie.
et tu as ri. Tu pensais que tu n'aurais pas à payer pour cela? Mais tout se paie. Il se pencha, prit une poignée de poussière mêlée de petits copeaux de terre et la tendit sur sa paume ouverte. « Mange, dit-il. » Le maître du monde recula, secouant la tête, son visage déformé par le dégoût et la peur. « Mange ?» répéta l'homme, et pour la première fois, de l'acier résonna dans sa voix. « C'est ton dîner. Tu devais rendre la dette. » Il le saisit par les cheveux, lui rejeta la tête en arrière et lui versa de force ce mélange sale dans la bouche. Le maître s'étouffa, toussa, tenta de recracher, mais la poigne de fer le retint. Et alors, le regardant dans ses yeux remplis de larmes et d'horreur, le chroniqueur prononça les deux mots qu'il avait gardés pendant 10 ans. « Bon appétit !» Puis il le relâcha, et l'autre s'effondra au sol, secoué par les sanglots et la toux. L'homme s'essuya la main sur sa veste, se retourna et alla vers son père. Il aida le vieil homme à se relever, et ils marchèrent silencieusement vers la maison, laissant derrière eux les décombres de 2 empires, l'un bâti de bois et de travail honnête, l'autre bâti de mensonges et d'arrogance. La dette était payée au centuple, avec les intérêts accumulés pendant ces longues 10 années d'attente. Mais le silence de ce nouveau monde est percé par le lointain hurlement de sirènes, d'abord ténu comme un fil, puis de plus en plus insistant et fort. Regardez, voici les voitures aux gyrophares bleus. Elles font irruption sur cette scène comme des spectateurs inattendus au dernier acte d'une tragédie. Les policiers en descendent, leurs mouvements sont vifs, leurs yeux évaluent le chaos, 3 corps immobiles, brisés comme des poupées, un 4e, dans les lambeaux d'un costume coûteux, sanglote dans la boue, et 2, le père et le fils, se tiennent sur le seuil de leur maison, pareils à des statues de pierre. L'officier supérieur, un homme qui avait tout vu et ne s'étonnait de rien, s'approche du fils, son regard ayant déjà prononcé un verdict. Il commence à parler, à poser des questions, à exiger des papiers, sa voix pleine d'autorité et de métal. Mais l'homme d'en face ne répond pas. Il sort simplement de la poche intérieure de sa veste un petit carnet à couverture sombre et le lui tend. L'officier le prend avec dédain, l'ouvre et se fige. Il lit ce qui est écrit à l'intérieur, une fois, puis une deuxième. Son visage perd lentement sa couleur, se transformant en un masque gris. La fatigue et l'assurance disparaissent, cédant la place à un choc pur et primitif. Il lève les yeux vers l'homme qui, pendant 10 ans, a porté le masque de l'échec, et dans son regard, il n'y a plus rien d'autre qu'une horreur respectueuse. Il fait un pas en arrière et salue, nonchalamment, presque instinctivement, mais ce mouvement en dit plus que tous les mots. Les autres policiers s'immobilisent en voyant cela, et alors la vérité, comme une onde de choc, se propage sur ce petit lopin de terre. Il le regarde et ne voit plus un employé de bureau. Il voit un général dont le nom est classifié dans les archives de l'État. Il voit un stratège qui, à lui seul, a changé le cours de guerre secrète sur d'autres continents. Il voit un homme dont la fortune, accumulée non pas derrière un bureau, mais dans l'ombre des conflits mondiaux, aurait pu acheter cette corporation 10 fois de suite. Et ils comprennent, ce n'était pas une vengeance. C'était une opération militaire, planifiée avec la précision froide d'un chirurgien et la patience d'un chasseur. Pendant 10 ans, il a été une ombre. Il a étudié l'ennemi. Il a vécu sa vie, respiré son air, pour connaître chaque faiblesse, chaque chemin secret vers son cœur sombre. Il n'a pas seulement rendu une dette, il a éliminé une menace avec l'efficacité qu'on lui avait enseignée toute sa vie. Il pensait voir une fourmi, mais tout ce temps,
il regardait dans les yeux d'un dragon qui faisait semblant de dormir. Et il tourne le dos aux policiers figés, aux débris de l'orgueil d'autrui, à l'homme qui n'est plus maître de son propre destin. Il regarde son père, ses mains couvertes de poussière de bois, et lui dit doucement : « Nous construirons un nouvel atelier, père, encore meilleur qu'avant. » Et dans ces mots simples, il n'y a ni triomphe ni jubilation, seulement la confiance tranquille d'un homme qui rentre chez lui après un travail long et difficile. L'officier supérieur, sans un mot, fait signe à ses hommes. Il ne menotte pas, il ne dresse pas de procès-verbal. Il crée silencieusement un cordon, repoussant les curieux, protégeant cette scène, non pas d'un criminel, mais pour lui. Et le monde, au-delà de cette cour, est déjà en feu. Les écrans de télévision explosent de nouvelles urgentes, les indices boursiers s'effondrent, des analystes au visage désemparé tentent d'expliquer l'effondrement soudain et total d'un titan dont l'empire semblait éternel. Ils parleront d'une attaque géniale de concurrents, de dettes cachées, de trahisons de partenaires. Ils écriront des centaines d'articles et des dizaines de livres, mais aucun d'eux ne connaîtra jamais la vérité. Personne ne comprendra que cet Armagédon financier, ce tremblement de terre qui a changé la carte du monde, n'a pas commencé au conseil d'administration, mais dans un restaurant bon marché, il y a 10 ans. Que la cause de tout cela n'était pas un contrat de plusieurs milliards, mais un seul morceau de pomme de terre, pris dans l'assiette d'autrui par amusement. Ils ne voient que la tempête, mais ne distingueront jamais le minuscule battement d'ailes de papillon qu'il a engendré. Car dans ce monde, il existe une loi plus ancienne que tous les codes humains et plus puissante que toutes les armées. Une loi selon laquelle chaque action entraîne une rétribution, que chaque goutte d'amertume reviendra un jour comme une mer salée. Et pour ceux qui sèment le vent de l'humiliation, pour ceux qui s'enivrent de leur pouvoir en piétinant les faibles, il y aura toujours quelqu'un pour leur apporter la tempête de la justice. Le chroniqueur qui a simplement attendu très longtemps son heure pour refermer le livre des dettes, une fois pour toutes.